J'ajoutais le dernier nom à ma liste d'invités quand le message de maman est arrivé. Le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. Nous ne pouvons pas venir au tien. Pas de point d'exclamation, pas de pause, juste une finalité. Le coup a été plus dur que je ne l'avais prévu, comme si quelqu'un verrouillait doucement une porte de l'autre côté. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement fixé le curseur clignotant, tapé, ce n'est pas grave, et j'ai refermé l'ordinateur portable. Une semaine plus tard, alors qu'il s'apprêtait pour le grand jour de Chloé, le monde a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, ma cérémonie se déroulait déjà sous les oliviers de ma propre villa de 6 millions d'euros en Provence. Et quand les photos ont fait surface, le silence de la maison a tout dit. Avant de vous raconter comment tout s'est déroulé, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Parce que parfois, les personnes qui étaient censées être là pour nous ne le sont jamais. Quand les gens me demandent comment c'était de grandir chez nous, je ne sais jamais par où commencer. De l'extérieur, nous avions l'air parfait, des cartes de Noël en pulls assorties, des sourires assez larges pour convaincre n'importe qui que nous étions proches. Mais si vous regardiez assez longtemps, vous remarquiez le schéma. Chaque histoire, chaque célébration, revenait d'une manière ou d'une autre à ma sœur cadette, Chloé. Elle était l'orbite de la famille. J'étais l'arrière-plan discret, maintenant l'équilibre de tout le système. Je pensais que c'était normal que les yeux de maman s'illuminent chaque fois que Chloé entrait dans une pièce, que papa se vante de ses trophées de danse à chaque dîner. Quand je ramenais des rubans de la foire des sciences ou d'excellentes notes, il hochait poliment la tête et changeait de sujet. Maman disait des choses comme « Tu as de la chance, Élise. Les choses sont simplement plus faciles pour ta sœur. » Ce mot, chanceuse, m'a toujours piqué au vif. Il rendait invisible toutes les heures que j'avais passées à travailler. Il y a un album photo quelque part dans le salon de mes parents qui raconte toute l'histoire mieux que je ne le pourrais. Page après page de Chloé virevoltant en tutu rose, Chloé soufflant des bougies, Chloé au bal de fin d'année. J'apparais une fois, peut-être deux, coupé sur le bord ou à moitié tourné. Quand j'avais 16 ans, j'ai trouvé une photo où je me souvenais être juste à côté d'elle, mais dans la version imprimée, mon visage avait disparu, littéralement découpé du cadre. Maman a dit que c'était pour rendre la composition plus nette. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement arrêté de m'attendre à être sur la photo. Mémé Hélène était la seule à l'avoir remarqué. Elle me glissait de discrets encouragements pendant les dîners de famille, se penchant pour murmurer « Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Certaines personnes ne voient que ce qui brille. Elle avait une façon de dire les choses qui vous faisait sentir vue sans avoir besoin de vous expliquer. Ma cousine Sophie aussi, c'était toujours elle qui appelait pour mon anniversaire après que mes parents avaient oublié. Mais le favoritisme n'explose pas du jour au lendemain. Il s'infiltre lentement jusqu'à ce que le silence semble plus sûr que la confrontation. Au moment où nous sommes devenus adultes, c'était devenu un langage en soi. Quand Chloé a oublié ma remise de diplôme universitaire, maman a appelé ça un « simple malentendu ». Quand elle a emprunté de l'argent et ne l'a jamais rendu, papa a dit « elle cherche encore sa voie ». Alors, quand le message pour le mariage est arrivé, je n'ai pas été choqué. Cela confirmait simplement ce que j'avais toujours su. J'avais passé toute ma vie à être celle qui s'adapte, celle qui pliait pour que les autres puissent rester à l'aise. Mais cette nuit-là, assise à regarder le message de maman, quelque chose a changé. Pour une fois, je n'ai pas plié. J'ai regardé autour de mon appartement, le doux bourdonnement du réfrigérateur, l'odeur des bougies au cèdre que j'avais allumées pour me calmer. Mes faire-part de mariage étaient encore soigneusement empilés sur le comptoir, chacun écrit à la main, scellé à la cire dorée. Je les avais imaginés fièrement affichés sur le frigo de mes parents. Maintenant, je les imaginais non ouverts, jetés de côté pour l'événement tape à accent grave l'œil de Chloé. Et pourtant, sous la douleur, un calme étrange se formait, une prise de conscience silencieuse que c'était ma chance d'arrêter de mendier une place à leur table. 2 jours après ce message, Chloé a appelé comme si de rien n'était. Sa voix était vive, mielleuse, le genre de voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Tu te rends compte ?» a-t-elle dit. « Le lieu que nous voulions s'est libéré à la dernière minute. C'est le même week-end que le tien, mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Tu es sur la côte atlantique, nous sommes à Strasbourg. C'est le destin. Le destin. » Elle a vraiment utilisé ce mot comme si elle venait de citer une réplique de comédie romantique. Pendant quelques secondes, je n'ai même pas pu parler. J'ai juste écouté le cliquetis de ses bracelets à travers le téléphone et j'ai réalisé qu'elle attendait que je la félicite. « C'est super,
Chloé, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Vraiment. Un timing parfait. Elle a gloussé. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable. Raisonnable. C'était mon rôle attitré dans le scénario familial. Stable, mature, prévisible. Celle sur qui il pouvait compter pendant qu'il se laissait aller à toutes ses impulsions. Le lendemain soir, maman a appelé. Sa voix avait ce ton prudent qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à me décevoir mais ne voulait pas se sentir coupable. Ma chérie, a-t-elle commencé, à propos des dates de mariage. La famille du fiancé de Chloé ne peut que ce week-end-là. Elle est très émotive en ce moment, et ça signifierait tellement si tu pouvais être flexible. Flexible. Un autre mot qui me définissait autrefois. J'ai demandé doucement, alors, vous voulez que je déplace mon mariage? Maman a hésité. Nous pensons juste que ce serait plus facile pour tout le monde. Tu es si indépendante, Élise. Tu comprendras. L'ironie m'a presque fait rire. Plus facile pour eux. Pour elle. Pas une seule fois elle n'a demandé ce que cela me coûterait. Maman, ai-je dit lentement, vous aviez promis d'être là. Elle a soupiré, un soupir long hélas, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Il ne s'agit pas de choisir un camp. C'est juste de la logistique. Ce mot, logistique, m'a frappé plus fort que prévu. C'était toute ma carrière, le domaine dans lequel j'avais bâti une entreprise. La logistique signifiait précision, intégrité, équité. Mais dans le dictionnaire de ma famille, ce n'était qu'une autre excuse pour la trahison. Cette nuit-là, j'ai appelé mon père. Il a répondu avec son ton calme et pratique habituel. Lise, tu sais comment est ta sœur. Si nous n'y allons pas, elle le prendra personnellement. Tu as toujours été la plus forte. Je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du sang. Donc, tu dis que c'est encore à moi de comprendre? Il n'a pas répondu. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Pendant longtemps, je suis resté assise dans le noir. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur et l'horloge qui passait minuit. La lumière de ma bague de fiançailles a accroché le bord du comptoir, projetant de petits reflets sur le mur, comme des fragments de quelque chose que j'essayais de maintenir ensemble depuis trop longtemps. C'est là que j'ai compris. J'ai réalisé que ma famille n'était pas cruelle de manière bruyante et évidente. Leur arme était l'omission, me laisser hors des photos, hors des conversations, hors des listes de priorités. J'avais été conditionné à interpréter leur silence comme de l'amour. Pas cette fois. J'ai fermé mon ordinateur portable, ouvert mes favoris de voyage, et cliqué sur une annonce que j'avais sauvegardée des mois auparavant, une bastide en pierre en Provence entourée d'oliveraies. Les photos brillaient comme un rêve, une lumière dorée sur des murs en terre cuite. S'ils ne venaient pas pour moi, je construirais quelque chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour la France. Pas d'annonce, pas de discussion de groupe familial, pas d'adieu dramatique, juste une seule décision prise en silence. Quand l'avion a survolé les collines de la Provence, la lumière était différente, plus douce, presque indulgente. J'ai loué une petite voiture et j'ai conduit sur des routes sinueuses bordées de cyprès jusqu'à la Bastide que je n'avais vue qu'en photo. Elle était plus vieille que je ne l'avais imaginé. Des murs en pierre couleur de miel, des volets en bois craquelés par le temps, des oliviers s'étendant au-delà de l'horizon. Le gardien, un homme plus âgé nommé Monsieur Martin, m'a tendu un trousseau de clés et a dit dans un anglais prudent, « Cet endroit attend quelqu'un qui le voit. » Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vu. À l'intérieur, l'air sentait la terre et la poussière, comme un lieu qui se souvenait de chaque voix qui avait jamais résonné en lui. En marchant de pièce en pièce, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une maison. C'était une toile vierge, une chance de reconstruire mon histoire sans que personne ne me coupe au montage. Au cours des semaines suivantes, je me suis consacré à sa restauration. J'ai engagé des artisans locaux qui traitaient chaque poutre et chaque brique comme si elles étaient sacrées. Le son des marteaux et des rires se mêlait au chant des cigales. Chaque soir, je m'asseyais sur la terrasse avec un carnet, dessinant la cour pour le mariage, une longue table en pierre sous une canopée de vigne, des guirlandes de lanternes au-dessus. Pas de table familiale, pas de hiérarchie de placement, juste une place pour tous ceux qui choisiraient d'être là. Les habitants ont commencé à m'appeler « la dame silencieuse ». J'aimais ça. Mon silence n'était plus une faiblesse. C'était une stratégie. Quand j'ai appelé mon fiancé et lui ai expliqué mon plan, il n'a pas posé de questions.
Il a juste dit, si c'est à ça que ressemble la paix pour toi, je suis partant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru que quelqu'un le pensait vraiment. Une semaine plus tard, j'ai commencé à envoyer de nouveaux faire-part. Pas le genre doré et gaufré que j'avais envoyé auparavant, mais de simples enveloppes crème avec des feuilles d'olivier pressées à l'intérieur. Écrit à la main, personnel, sincère. Le premier est allé à Sophie, ma cousine, qui n'avait jamais oublié mon anniversaire. Puis à mémé Hélène, qui avait toujours vu à travers les illusions de la famille. Et une par une, les réponses ont commencé à arriver. Sophie m'a appelé la première. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Tante Judith a dit à tout le monde que le mariage de Chloé était l'événement principal. Nous en avons assez de faire semblant. Envoie-nous les détails. Nous serons là. Sa voix s'est brisée à mi-chemin non pas par pitié, mais par loyauté. À la fin de la semaine, les vols étaient réservés. Mémé a envoyé un message, j'ai manqué assez de véritable amour dans ma vie. Je serai en Provence, ma chère. La discussion de groupe qu'ils ont créée s'appelait « La vraie table familiale ». Des photos de passeports, de valises et d'émojis rieurs ont rempli mon téléphone. Pour la première fois, je ne me sentais pas abandonné. Je me sentais choisi. Et quelque part entre les oliviers et l'odeur de plâtre frais, j'ai réalisé que ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Le matin des deux mariages est arrivé sous le même soleil, deux mondes se déroulant à des kilomètres de distance. À Strasbourg, l'air était lourd d'humidité et de nervosité. La salle de bal de l'hôtel scintillait sous les lustres, mais il y avait un malaise que même le fleuriste ne pouvait cacher. La moitié des chaises près de l'avant étaient vides. Maman se tenait à l'entrée dans sa robe lavande, souriant trop largement, prétendant ne pas remarquer combien de visages familiers manquaient. Papa a vérifié sa montre, puis son téléphone, puis à nouveau la porte. Peut-être que les vols ont été retardés, a murmuré maman, sa voix fragile. Mais personne n'arrivait. À l'intérieur, Chloé ajustait son voile pour la 5e fois. Ses demoiselles d'honneur tournaient autour d'elle, chuchotant « Où est mémé ?» Elle ne s'asseyait pas toujours au premier rang. Le sourire de Chloé a vacillé. Elle doit être en retard, a-t-elle dit, mais sa voix s'est brisée. Le photographe s'est déplacé maladroitement, repositionnant les invités pour que la salle paraisse plus pleine. Peut-être faire avancer tout le monde, a-t-il suggéré gentiment. Bien sûr, a dit Chloé, forçant un rire, mais sa main tremblait en serrant son bouquet. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, le même soleil se déversait sur les collines ondoyantes de la Provence, se reflétant sur les feuilles d'olivier argentées. La Bastide brillait comme une peinture, des murs en pierre enveloppés de vignes, des lanternes se balançant dans la brise. La longue table était dressée sous la canopée de vignes, bordée de bougies, de fleurs sauvages et d'assiettes en argile faites à la main par des artisans locaux. Les enfants de Sophie se poursuivaient entre les arbres. Mon fiancé, Léo, grattait sa guitare, testant doucement les accords d'une chanson d'amour. Mémé Hélène était assise au premier rang, tenant une petite branche d'olivier qu'elle avait cueillie ce matin. Un symbole de paix, a-t-elle dit. Je me tenais à l'intérieur, regardant par la porte ouverte. Ma robe de mariée n'était ni grandiose ni scintillante, juste de la soie, simple et douce, captant la lumière de l'après-midi. Manon, la chef locale qui était devenue une amie, a épinglé un brin de feuilles d'olivier dans mes cheveux et a murmuré, pour la bonne fortune et pour la vérité. Quand je suis sorti, la brise a soulevé le voile de mes épaules. Les invités se sont tournés, leurs visages rayonnant dans la lumière dorée. Mémé s'est levée la première, les yeux brillants. La voilà, a-t-elle dit doucement, et pour la première fois, je l'ai cru. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de chorégraphie, juste la guitare de Léo, le bruissement des vignes, et le son des gens qui avaient choisi d'être là. En descendant l'allée, j'ai pensé à chaque chaise vide qui avait autrefois représenté une absence, anniversaire, remise de diplômes oubliés, silence non surveillé pris pour de la paix. Mais ici, chaque siège était occupé. Chaque regard rencontrait le mien, sans ciller. L'officiant, un ami local de Manon, a parlé dans un anglais mélodieux. L'amour ne se mesure pas au nombre d'invités, mais à ceux qui sont présents. Les mots ont résonné profondément en moi. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas lu sur un papier. Mes vœux sont sortis comme une respiration. À ceux qui sont présents, ai-je commencé, ma voix stable. Cet amour est pour vous. Pour ceux qui ont cru en moi avant même que j'ai prouvé que j'étais suffisante. Pour ceux qui sont restés quand ce n'était pas pratique.
Sophie a essuyé ses larmes. Mémé a hoché lentement la tête, murmurant « C'est ma fille ». Lorsque la cérémonie s'est terminée, les applaudissements ont retenti pas bruyants, mais chaleureux, humains, vivants. La cour s'est remplie de rires et de l'odeur de beurre de truffe et de romarin. Les portes de la cuisine de Manon se sont ouvertes, portant des plateaux de pâtes faites maison et de légumes rôtis. Les lanternes au-dessus se sont allumées alors que le ciel devenait violet. Ce n'était pas parfait. C'était réel. À mi-chemin du dîner, Sophie m'a montré son téléphone. Ils en parlent déjà, a-t-elle dit, à moitié en riant. Des photos avaient commencé à circuler dans les discussions de groupe familial, les bougies, la Bastide, la table brillant sous les vignes, Mémé riant avec le bras de Léo autour de son épaule. En quelques heures, les images ont atteint Strasbourg. Dans la salle de bal, Chloé posait pour son portrait de couple quand une des demoiselles d'honneur a halté en faisant défiler son téléphone. « Attends, ce n'est pas ta famille ? Ils sont en France. » « Quoi ?» Chloé a froncé les sourcils, attrapant le téléphone. Sur l'écran se trouvait une photo de mon mari et moi, debout sous le ciel provençal, des lanternes brillant derrière nous, notre famille souriant autour de la table. Mémé levant sa branche d'olivier. Les enfants de Sophie jetant des pétales. Chloé s'est figée. Le photographe a hésité, abaissant son appareil photo. Le murmure a commencé, doucement d'abord, puis s'est propagé. N'est-ce pas tante Marianne et oncle Raymond ? Je pensais qu'ils devaient être ici. Maman s'est penchée sur l'épaule de papa, ses yeux se plissant devant le téléphone. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle chuchoté. Le visage de papa a perdu toute couleur. C'est le mariage d'Élise. Le souffle de Chloé s'est coupé. Ils sont allés au sien. Maman n'a pas répondu. Le silence s'est étiré, plus fort que n'importe quelle explosion de colère n'aurait pu l'être. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Quelqu'un a toussé. L'orchestre a continué à jouer, essayant de combler la tension, mais même la musique sonnait creux. Lorsque l'officiant a porté un toast à l'unité familiale, personne n'a levé son verre. De retour en Provence, les rires fusaient dans la cour alors que Manon versait du vin dans les verres et disait « Mangez, buvez et souvenez-vous pourquoi vous êtes venus. » Mémé s'est penchée sur la table et m'a pris la main. « J'ai attendu longtemps pour voir ça, Élise, a-t-elle dit. Voilà à quoi la famille aurait dû ressembler. La nuit s'est approfondie en or et en violet. Quelqu'un a lancé une chanson lente, et les invités ont commencé à danser pieds nus sur le sol en pierre. Pendant un instant, je me suis éloigné, marchant vers l'oliveraie. L'air sentait la fumée de bois et la lavande. La Bastide derrière moi brillait de vie. Mon téléphone a vibré sur la table, message, appel manqué, messages vocaux non lus. Je ne les ai pas ouverts. Je n'en avais pas besoin. À Strasbourg, la voix de maman tremblait alors qu'elle appelait à nouveau, cette fois en laissant un message. Élise, comment as-tu pu nous faire ça ? Tout le monde en parle. Nous avons eu l'air de stupides. Je l'ai écouté le lendemain matin, en sirotant un café sous le même olivier où j'avais prononcé mes vœux. Le soleil se levait, colorant les collines d'ambre. J'ai appuyé sur lecture une fois de plus, puis je l'ai supprimé. Ils pensaient que l'humiliation était la punition. Ce n'était pas le cas. La vraie conséquence était de réaliser que j'avais avancé sans avoir besoin de leur permission. Les photos ont continué de circuler en ligne, partagées par des cousins, republiées par des amis. L'image de Mémé levant sa branche d'olivier est devenue le symbole silencieux de notre réunion. Pas de légende, pas d'explication, juste la vérité. Pendant des années, ils m'avaient coupé de leurs photos. Cette fois, je n'avais pas besoin de me battre pour une place dans les leurs. J'avais construit mon propre cadre et l'avais rempli de lumière. La semaine après les mariages, la Provence est redevenue calme. Les lanternes ont été enlevées. Les rires se sont estompés dans les souvenirs, mais l'air contenait encore la chaleur de ce que nous avions construit. La longue table était maintenant vide, parsemée de pétales séchés et de taches de vin, preuve que quelque chose de réel s'était produit là. Un matin, alors que je rangeais les dernières décorations, mon téléphone a sonné. Maman. Pendant un instant, j'ai failli laisser le message sur la messagerie vocale, mais quelque chose en moi a dit « Réponds ». Pas pour eux, pour toi. Sa voix était tremblante, sur la défensive. Élise, as-tu la moindre idée à quel point nous étions embarrassés ? Tout le monde au mariage de Chloé parlait de ton petit événement en France. Tu nous as fait passer pour des gens sans cœur.
J'ai pris une lente inspiration, regardant la lumière du soleil ramper sur le sol. Je ne vous ai fait paraître d'aucune manière, maman, ai-je dit d'un ton égal. J'ai juste donné aux gens une chance de voir la vérité. Il y eut un silence au bout du fil, puis un soupir tremblant. Tu as toujours été si froide. Nous essayons juste de maintenir la paix. Avant que je puisse répondre, une autre voix s'est fait entendre, celle de Mémé. Judith, ça suffit, a-t-elle dit, fermement mais calmement. Tu as passé des années à demander à cette fille de se faire toute petite pour votre confort. Maintenant qu'elle se tient enfin droite, tu appelles ça de la cruauté. Non, ma chère. Ça, c'est la liberté. Maman n'a rien dit après ça. L'appel s'est terminé doucement, comme une porte se fermant sans claquer. Je suis sorti. Les oliviers se balançaient doucement dans la brise. Manon est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Tout va bien? J'ai souri faiblement. Mieux que bien. C'est enfin calme de la bonne manière. Elle a regardé vers la longue table et a dit doucement, alors mangez, madame. Vous avez mérité la paix. Ce soir-là, j'ai dressé une dernière assiette en bout de table, le siège qui avait toujours été vide. J'ai noué un petit ruban vert olive autour de la chaise et j'ai murmuré, pour la fille qui attendait autrefois d'être choisie. Le vent a soufflé à travers les vignes comme un doux soupir, et pour la première fois, je ne me suis pas senti oublié. Je me suis senti libre. Plus tard, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, j'ai versé un verre de vin et j'ai pensé aux mots de Mémé. L'amour n'est pas de la gestion, c'est d'être présent. Elle avait raison. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Construisez la vôtre, et les bonnes personnes trouveront le chemin pour s'y asseoir. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez. Et rappelez-vous, parfois, la vengeance la plus silencieuse est la paix. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.